Mes voyages pour découvrir la clé de l'harmonie entre les hommes et la biodiversité d'un pays se poursuivent cette fois dans le sud de la France. C'est le printemps, nous sommes en Camargue. Ce parc naturel régional est situé au bord de la Méditerranée, entre les deux bras du Rhône. C'est le deuxième plus grand delta du bassin méditerranéen, après celui du Nil. Ce paysage, d'une beauté exceptionnelle, est devenu un milieu artificiel géré par l'homme et dépend étroitement des activités qui y sont pratiquées. L'agriculture, la culture du riz, l'élevage et la saliculture sont ainsi les activités qui ont façonné les paysages de Camargue. Ce parc abrite l'un des plus beaux et des plus prestigieux oiseaux du monde, le flamant rose. La présence en grand nombre des oiseaux à ailes de feu sur tous les étangs salés est le résultat d'une des plus anciennes actions de protection de la nature. Alors voilà la Camargue. Il y a du tourisme, de l'élevage, de la viticulture, de la riziculture. On va voir si la présence des flamants roses est compatible avec les activités humaines. Ils s'envolent. Ces oiseaux ne se reproduisent qu'en Camargue. Ils nichent au sol et doivent donc trouver des îlots pour pouvoir protéger leurs œufs des prédateurs. Or ici, il y a très peu d'îlots. Je me suis rendue dans les salins du Midi, près d'Aigues-Mortes, pour découvrir les initiatives qui ont commencé à être prises dans les années 60 pour y remédier. Si la population des flamants roses est ici en hausse depuis quelques décennies, c'est en partie grâce à l'action de Sonia Séjourné, la responsable des espaces naturels des salins du Midi et de son équipe. On a décidé de construire un bel îlot, isolé des prédateurs, avec de l'eau, comme ça. Donc les renards ne peuvent pas accéder en fait à l'îlot. Et on a construit des nids artificiels pour qu'ils soient vraiment attirés par cet îlot-là. Donc pour l'instant, on est obligé de construire des îlots pour les flamands en fait, parce qu'ils n'en trouvent pas. En fait non, il y en a pas beaucoup des îlots. Ils sont parfois occupés par des oiseaux comme les goélands, le coffet. Et à force avec l'eau, ça s'érode. Donc régulièrement, on est obligé de faire des îlots. De faux flamands ont été placés sur ces îlots pour attirer les vrais au début de l'été. L'illusion est parfaite, et cela marche. Chaque année, environ 20 000 flamands se reproduisent en Camargue. Et on a fabriqué tous ces nids artificiels, donc le flamant rose. Il fabrique ça, normalement lui tout seul, et il va prendre la matière et former un espèce de mini-volcan, là, comme ça, avec un creux au milieu, et il va poser un œuf, et l'œuf va être incubé pendant 1 mois, et là on aura un petit poussin qui va naître après 1 mois. Normalement à cette époque en fait. Un petit peu plus tard là. Mi-juin ouais, voilà. Si les flamands aiment beaucoup se reproduire ici, c'est parce que les eaux salées abritent des quantités importantes de crustacés nommés Artemia salina, qui leur donnent d'ailleurs leur fameuse couleur rose. Ce qui est remarquable sur un site comme celui-ci, c'est qu'on a une population bien conservée de flamants roses, qu'on aide même à se reproduire dans un endroit qui travaille. C'est la Camargue, mais c'est ici, on est dans les marais salants, on récolte le sel. Et en même temps, on favorise la biodiversité. Il est même probable que sans cette activité, sans cette récolte de sel, parce que les marais salants sont maintenus en eau toute l'année, en fait, les animaux trouvent des ressources alimentaires de façon plus constante que si le site était parfaitement naturel. Qu'il est possible que cette fois-ci, l'activité humaine favorise la présence des oiseaux. Et l'activité humaine principale dans ces salins du Midi, c'est la récolte du sel. Le principe de la production de sel consiste à faire circuler de l'eau de mer à travers des étangs pour augmenter sa concentration en sel par évaporation naturelle. Ce sont les sauniers, les agriculteurs de la mer, qui gèrent les eaux des étangs grâce à un système hydraulique de contrôle des digues. C'est par là la mer. Ah bah non, c'est par là. Bon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Luc? Oui, je suis Luc. Enchanté. Luc le saunier. Luc le saunier. Extra. Luc est saunier depuis 25 ans et il va me guider pour comprendre le mécanisme. Voilà. Ok, portail. Porte-martelière. Porte-martelière. Ça nous sert à régler le débit entre un canal et un étang. Parce que cet étang,
C'est le principe des vases communicants. Cet étang va se mettre dans un autre, et ainsi de suite. Donc il faut alimenter. Quand il y a beaucoup d'évaporation comme en ce moment, beaucoup de mistral, beaucoup d'eau qui part par évaporation naturelle, il faut rajouter de l'eau en permanence. Et plus il y a de l'évaporation, plus il faut aller vite, et moins il y a d'évaporation, et plus il faut ralentir. Alors en fait, donc là on remet de l'eau. On remet de l'eau. Cette eau-là passera dans un autre étang. étang. Et en fait tu les assèches au fur et à mesure. Non, 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 on les garde toujours le même niveau. Et comment tu ramasses le sel alors? Mais il n'y a pas de sel là. Là, on est en train de faire cheminer nos étangs pour concentrer l'eau et pour aller vers les cristallisoires. L'eau de mer mettra 3 mois et demi et cheminera à travers des étangs sur plus de 60 km pour aller jusqu'au cristallisoire. Le sel n'aura plus qu'à être récolté. Voilà, ça c'est la consécration. C'est quoi? C'est la récolte d'un cristallisoire? Non, c'est la récolte de plusieurs cristallisoires. Donc, il y a en gros, là sur cette camelle, il y a 900 tonnes au mètre linéaire. Parce que normalement, ça c'est un sel que l'on vend pour la route. Pas les bonnes choses, je n'ai Donc, pas. Ah oui, c'est du sel de déneigement. Sinon, si c'était du sel alimentaire, on ne monterait pas dessus. Elle a gagné, c'est normal, elle est beaucoup plus jeune que moi. Un petit cabri. C'est dur, hein? Voilà le point culminant du Saleng. Sur une petite montagne de 23 mètres de sel. C'est la plus grande montagne du Saleng. Après avoir été stocké, le sel est soit mis de côté pour les routes l'hiver, soit conditionné pour se retrouver dans nos salières. Alors non, là, ils sont en train de préparer le sol. On voit. Ils sont en train de lisser les cristallisoires. Et après, dès que les cristallisoires seront prêts, on va y mettre de l'eau dessus. D'accord. Alors là, chacun pour soi à partir de maintenant. C'est vrai? Non mais sur les petites traces là, faites par le... C'est les traces du bulle. Sur le cul, c'est impossible. Hein, Ah ouais, enfin, chacun ses goûts. Hein. Une véritable industrie. Ici, 2 millions de tonnes de sel sont produites chaque année. Pourtant, les salins sont un véritable havre de paix pour les oiseaux, puisqu'on recense plus de 250 espèces avec nos flamands. Et est-ce qui te gêne dans ton travail? Je préfère les flamands que beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on veut que ça ne gêne pas, ça? C'est beau, ça s'envole. T'as le sentiment que les flamands, ils sont chez eux, ici? Ou pour toi, ils sont dans les salins? Mais non, mais ils sont chez eux, la preuve. Regarde, ils ne bougent pas. Et puis, ce sont des animaux sauvages, donc tant qu'on ne les embête pas, ils sont chez eux partout. Hein. Mais la cohabitation ne se passe pas toujours très bien, car ces oiseaux migrateurs investissent également les rizières voisines, un fléau pour les agriculteurs qui voient régulièrement leur récolte piétinée. J'ai rendez-vous avec Bertrand Mazel, le président du syndicat des riziculteurs en Camargue. Bonsoir. Ah. Vous êtes Bertrand? Ouais. Maling. Enchanté. Enchanté. Cherchez un riziculteur pour me parler des flamands. Pour les flamands. Ouais. Je vous attends. Très jolie maison. Les flamands attaquent les rizières à un moment très précis de pousse du riz, juste avant qu'ils ne germent. Merde. Regarde, celui-là, on le voit mieux. Il commence à germer. Ouais, il commence à germer. C'est là où le flamand vient et piétine et mange le riz. Ça, ça a été semé il y a 4 jours, 4-5 jours. Et c'est à ce stade-là où les flamands reviennent. Et là, regardez, on voit les traces. Les flamants roses ne viennent pas chercher du riz, mais de la vermine. Le problème, c'est qu'en marchant sur les rizières, ils enterrent les petites plantules de riz et remuent toute la terre. Or, pour pousser, le grain de riz doit être à la surface du sol. Sur une parcelle, ça crée des... Alors souvent, c'est des trous, on voit des trous au milieu de la rivière. Vous entendez les canons? On ne cherche qu'à les effrayer et à les faire partir chez nos voisins. C'est ça la solidarité agricole. Alors il y a plusieurs méthodes, il y a des canons, il y a des fusées, il y a des gyrophares, des lasers, on a tout essayé. Et le bon vieil épouvantail? Et l'épouvantail type drapeau, pas français mais drapeau blanc. Une rizière voisine. Bertrand veut me présenter un de ses agriculteurs impuissants face au carnage, Patrick Michel. La veille, toute sa récolte a été saccagée par ces volatiles. Ils étaient combien hier soir? Ben là, d'après mon frère, il y en avait gros vol 500, plus de 500 flamants roses, quoi. C'est énorme. Alors ce qui se passe, c'est que bon, nous on va leur faire peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lever, ils vont aller chez le voisin.
Et le voisin, qu'est-ce qu'il Qui va une faire? heure après, il te les renvoie. Le voisin, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il est dans ses rizières à 10h, 11h, 1h du matin, 2h du matin, et ainsi de suite. Donc les vols de flamants roses se déplacent d'une propriété à l'autre. Contrairement aux éleveurs de brebis quand le loup attaque leur troupeau, ici les agriculteurs ne touchent aucune indemnité en cas de sinistre. Ils doivent lutter seuls contre ce prédateur. Ce soir, Patrick doit protéger ses rizières coûte que coûte, car sa récolte en dépend. Et alors qu'est-ce qu'on a comme matériel? Ah bah moi je suis équipé. Hein. J'ai un petit pistolet, alors ne n'ayez pas peur. C'est pas pour tuer le flamant rose. C'est un pistolet de catégorie autorisée et ça tire des petites fusées qui explosent à la fin. Nous n'aurons pas à attendre longtemps. Le cri des flamands se fait déjà entendre. La nuit est tombée, ils ne vont pas tarder à passer à l'attaque. Les canons sont en route, mais bon, on a pu le constater, c'est pas le bout des canons qui Ils sursaute même pas. Hein. Ça sursaute pas. Même les corneilles, ça fait plus de... Ça réagit plus. Tu vois, ils ont tendance à tourner. Et ils repèrent des endroits où ils peuvent se poser. Ça, il y en a pas beaucoup, mais tout à l'heure. C'est un gros vol qui arrive. Ça devient dangereux. Hein. Combien vous envoyez? Là, je dirais qu'il y en a une centaine. Enfin, d'après mes estimations de tout à l'heure. Voilà. Là, ils ont eu peur. Là, il y en a plein. C'est une méthode pour les effaroucher, mais ça ne les envoie simplement que chez les voisins. Qui viennent de renvoyer un coup de canon dans le sens. D'accord. Ah, ça, en revanche, ça fonctionne bien, parce que là, on les a vraiment vus changer de cap. Ouais. Changer de cap. Par contre, la fusée n'était pas terrible. Hein. C'était une mèche courte, parce que normalement, ça va beaucoup plus haut. Ouais. À court de munitions, nouvelle tentative avec un projecteur. On a trouvé une petite solution pour ce soir. Avec un spot dirigé sur le groupe de flamants roses, ils se dispersent. Bon, ça les empêche de se poser, mais on peut pas rester là éternellement. Donc ça ira pour ce soir, on a protégé notre parcelle. Mais il faudrait peut-être trouver des échos volontaires pour nos riziculteurs. Mon voyage se poursuit plus haut dans les terres, dans la petite Camargue, à la frontière de la Grande, vers la réserve naturelle régionale de la Scamandre. Nous sommes à 10 km du Petit Rhône et 20 km de la mer, et pourtant je vais découvrir que les sous-sols révèlent de drôles de surprises. Serge Colombo est le responsable de la réserve. Alors ici, on a une végétation d'eau douce. Alors c'est un peu particulier. Là, on a justement un témoignage de l'influence particulière de la nappe salée qui est partout dans le sol en Camargue. Il y a du sel partout, donc c'est l'histoire de ce territoire où il y a eu une lutte permanente entre le Rhône et la mer. Ouais. Donc des périodes où l'eau de mer venait par ici et a déposé du sel dans le sol. Et par endroits, ce sel va être très présent et va former des milieux comme ici on a la Sansouire par exemple, qui indique que vraiment ce sel est encore là, bien présent dans le sol. Et par ailleurs on a de la prairie avec du trèfle, des graminées, où là c'est une topographie un peu différente, avec un sol un peu plus élevé, où le sel a moins d'influence. Mais ce sel est partout. Pour nous le prouver, Serge va me montrer combien la salinité est présente dans les nappes phréatiques. Il y a pas mal. Allez, go. Il faut... Voilà. Ouais. Bien profondément au début. Il faut que j'aille jusqu'à quelle profondeur? La nappe, elle est en cette saison à peu près à 1 mètre. Ok. Et en été, avec l'évaporation, et par capillarité, donc cette nappe salée va remonter et se retrouver au plus près de la surface. Ce qui fait qu'on commence d'ores et déjà à avoir des plaques blanches en surface. On voit ça. Voilà, c'est ce sel qui est
Alors là, on voit plus en profondeur. Ouais. C'est humide, hein, on voit bien. C'est humide. On peut y retrouver dans ces carottages, dans ces carottes, parfois même des coquillages, hein, des vestiges de la mer qui venaient jusque-là, enfin en tout cas de l'eau de mer qui venait jusque-là. La nappe fait enfin son apparition. On va pouvoir mesurer sa salinité à l'aide d'un conductimètre. Donc on a une salinité qui est de 50 grammes de sel par litre d'eau, ce qui est plus élevé que la Méditerranée. Oui, ce que j'allais te dire, c'est Voilà. quoi, c'est 40 grammes par un litre, peu là, moins, 35 35-38 grammes hein, la mer. Et là, donc, ça signifie en fait que ce sel s'est concentré au fil du temps, D'accord. déposé. Et, voilà, donc, bon, ça alterne un peu entre 45 et 55. En Camargue, l'homme est donc obligé de diminuer lui-même la salinité de l'eau. Pour cela, il fait rentrer ou sortir de l'eau du Rhône à l'aide de martelières, un système hydraulique qui permet le contrôle des eaux. Bon, ici, c'est une roselière. Voilà, roselière exploitée. Donc il y a un coupeur de roseau, un sagneur, ce qu'on appelle les sagneurs. Un sagneur. Voilà, qui coupe la sagne, c'est le nom local du roseau. D'accord. Et ces sagneurs, ils jouent un rôle, on va dire, fondamental, vraiment, pour maintenir ce type de milieu. Le roseau, il peut supporter une salinité jusqu'à 10 grammes de sel par litre à peu près. Donc une eau saumâtre, mais quand même assez, un petit peu salée, mais pas trop. Mais pas trop. Voilà. Et ça, on va pouvoir le régler en faisant fonctionner les martelières, en faisant rentrer de l'eau douce si besoin. Oh, ben là, on peut bien ouvrir hein, un bon coup hein, pour faire une bonne vidange. À peine un petit remous. Si on voit là, regarde. Ouais, voilà. C'est pas... Ah oui, on voit quand Voilà, même. un petit mouvement d'eau. On voit les petits morceaux de roseau, puis le panache. Voilà, et on voit que c'est pas inintéressant aussi parce qu'il y a pas mal d'eau chargée, hein, elle est très trouble. Ouais. Et ça va permettre aussi de nettoyer un petit peu l'eau de la roselière. Grâce à cette gestion primordiale de l'eau, les zones restent humides toute l'année et la faune y est très riche. La réserve joue également un rôle important dans la préservation des espèces menacées, comme la cistude d'Europe. Cette tortue d'eau douce européenne a élu domicile ici et fait l'objet d'études par Serge et son équipe. Alors ça, c'est le poisson, c'est Alors le le lapin, ouais. Et puis, ah ben là, on a... Je crois qu'on a Viens vers là, mon ami. une prise. Regarde ça. Tout à fait. C'est en plus une cistude d'Europe. Regarde ça. Tu vois sa tête. Elle a des petits points jaunes, mais pas de bande rouge. La tortue avec une bande rouge, c'est sa concurrente. C'est la tortue de Floride, qui est une cochonnerie. C'est celle qu'on a tous à la maison, petit, dans un mini aquarium. Puis quand elle est comme ça et qu'elle est méchante, on ne sait plus quoi faire. On la jette quelque part. Et il y en a plein les tuyaux et les égouts de Paris, je pense. Le danger, c'est que la tortue de Floride prend la niche écologique de la tortue cistude. Ouais. Elles ont le même régime alimentaire. Et la Floride est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus grosse, Elle est plus agressive. plus agressive. Donc voilà, au fil du temps, elle pourrait faire disparaître la cistude. Donc voilà, quelque chose qui est un peu inquiétant. Ouais, qu'est-ce qu'on en fait de notre petite tortue? Donc on va marquer une écaille en faisant une petite encoche avec une lime. Ouais. Et ça permettra de l'immatriculer et lorsqu'on la reprendra l'an prochain, puisqu'on fait cette étude à chaque printemps, on saura comment elle a évolué, lorsque c'est une femelle, si elle a des œufs. Ah, génial. Voilà, on connaît mieux les populations. Ouais, bien sûr, on les identifie. Allez, tu viens avec nous. Je te ramène tout à l'heure. Allez, je vais prendre le filet. Afin de mieux préserver son patrimoine unique, la réserve de la Scamandre est inscrite au projet Natura 2000. Ce projet européen a pour but la préservation des sols et le maintien de la biodiversité des régions. La manade qui nous accueille y adhère également. Dans cet élevage de taureaux, aucune machine n'est employée dans la gestion des terres. Je suis trouvé un gentil petit cheval. Je suis en pleine Camargue, dans la petite Camargue. Et je suis à la recherche de mon ami Bernard qui va m'emmener visiter une manade. Tiens, le voilà. Salut. Je te sers la main avec ton trident. Voilà, ça c'est l'arme pour se protéger des taureaux quand ils se fâchent. Le projet Natura 2000 a pour ambition de laisser la végétation pousser sans l'intervention de l'homme. Seuls les animaux régulent la croissance des plantes grâce à la gestion habile de la manade. Pour les vaches, on sélectionne surtout des prés où ça les nourrit bien, on leur donne beaucoup de lait et tout. Donc c'est du trèfle et du roseau. Ouais, du roseau, d'accord. Ouais. Et pour les taureaux de course, on essaie de sélectionner de l'herbe plus riche,
du margal et du chendan, on appelle ça le chendan, c'est la tirasse. Et c'est une herbe qui donne pas mal bien du nerf, quoi, du sang. Ouais. Est-ce qu'il leur faut de l'énergie? Voilà, pour la course libre, ça leur demande beaucoup d'énergie. C'est un peu des sportifs, comme les sportifs, quoi. On les shoot un peu plus naturellement. Naturellement. Ah ouais, on ne peut pas de produit, tout est naturel. Non, on sélectionne juste les clos. Les clos qui sont moins humides et qui sont plus secs donnent plus de sang que les clos qui sont mâles et les marais et les roselières, quoi. C'est un peu la pâte de l'alimentation. L'alimentation est contrôlée par l'inondation des sols. Ici, le désherbant le plus naturel, c'est l'eau. Une fois par an, les sols sont immergés pendant 2 mois. Cela permet de maîtriser la salinité et de lutter contre les mauvaises herbes. Ici, tu as une petite, t'as une petite remontée salée, quoi. Voilà, salé, on le voit bien. C'est Allez. plus humide et que voilà. T'as de la salicorne. La salicorne, la salade camarguaise. C'est bon, hein? C'est bon, mais pas pour les taureaux. Pas pour les taureaux? Non, Bah, il la mange pas trop, non, il la mange pas pour essayer. Il la mange pas. Non. Et emballé aussi dans le fouet, c'est pas bon. Donc là, on a le que retrouve, le quelques goût, espèces et puis de la salicorne qui pousse parce que, comme dans Le sel beaucoup remonté. d'endroits au Camargue, le sel remonte. Et si on ne laissait pas inonder l'hiver, on aurait de la salicorne, on pourrait essayer partout. Donc ici, c'est une petite parcelle avec un retard de fauche, tu vois. On laisse les plantes monter de façon à favoriser la biodiversité. Et ça, c'est des actions qui sont faites dans le cadre du programme Natura 2000. Quand la prairie monte, il y a des fleurs. S'il y a des fleurs, il y a des insectes. S'il y a des insectes, il y a des oiseaux. Et ainsi de suite. Dans cette manade, en faisant, je sais pas, 1 kilomètre, 2 kilomètres à cheval. 2 km, oui. Allez, 2 kilomètres à cheval, ne te roule pas. On a traversé des prairies qui sont des écosystèmes, des biotopes complètement différents. Tous les 300 mètres, Ça change, oui. on a changé de type de pâture. Ou parce que c'est pâturé ou pas pâturé, ou parce que la végétation change à cause de la nature du sol. Ce qui est super ici, c'est qu'on a un taureau de sport, un élevage compétent, performant, Oui. avec une alimentation complètement naturelle. C'est merveilleux, tout le monde est content. Voilà. 0 pesticides et des jolies vaches en forme. C'est parfait. Ok. Ouais, ça pousse en tout cas. Hein. Le retard de force, c'est efficace. C'est bon pour les mollets. Je quitte la Camargue, direction le Var. Ici aussi, la préservation de la biodiversité est un enjeu majeur. La tortue d'Hermann, la seule tortue terrestre de France, voit son habitat menacé par l'activité humaine et se réduire comme une peau de chagrin. Bon alors, le maquis varois, je suis à la recherche de 2 scientifiques qui font du radio-tracking de tortues d'Hermann. J'y arrive. Salut! Bonjour. Vous voilà, je vous cherchais. Alors, la pêche est bonne? Ça va, ça va, ça va. Alors, Donc là, en fait, on a un bip. Voilà, si je prends par là, j'ai plus rien. Par ici, donc ça veut dire que la tortue, elle est devant. alors comment est-ce que tu sais, tu vois? Bah là, le bip, Là, il non. est plus fort. Puis en plus de ça, sur l'écran, j'ai des petits carrés noirs qui apparaissent. D'accord, Et plus je vais être proche, plus il va y avoir de nombreux petits carrés noirs. d'accord. Mais une tortue dans le maquis, c'est pas facile. Elles sont un peu plus fort. Je vais par là. Voilà, elle est ici. Ah voilà. Je ne veux pas te déranger trop. Tiens, on va juste faire connaissance. Voilà. Ah mais incroyable! C'est du travail d'artiste, vos balises là. La radio est là, Voilà. et pour pas les déranger, vous enroulez l'antenne. C'est magique. Depuis une vingtaine d'années, des études sont menées dans le Var afin de mieux connaître les zones d'habitat de la tortue d'Hermann. Un reptile que 90% des gens considèrent à tort comme un animal domestique. Ça n'est qu'en connaissant les habitudes, l'habitat, l'alimentation de ces animaux qu'on arrivera correctement à les protéger. C'est toute la difficulté. Le village des tortues à Gonfaron est le seul endroit en France où l'on accueille ces reptiles abandonnés ou blessés. Parmi ceux-ci, certaines espèces exotiques sont très dangereuses.
Mais dis-moi, elle a pas l'air commode du tout. Voilà, c'est la tortue hargneuse. Ah bah... Oui, mais ça va. Ah, fais attention, Non, pas trop parce qu'elle elle va sauter. elle a un cou assez long et c'est classé espèce dangereuse et elle peut te couper un doigt, tu vois. Donc voilà ce qu'on peut trouver à la vente. On a une image très douce et sympathique des tortues. Oui, mais il y a quelques espèces qui sont dangereuses et celle-là elle en fait partie, elle vient des États-Unis. C'est la tortue lion. La tortue. Oui, c'est la tortue hargneuse, tu vois, elle a une queue. Elle a une queue de crocodile. Mais oui, elle veut une queue de crocodile, elle fait un peu. Bah, j'ai compris, elle même pas. Hein. Voilà. Il y en a pas dans les rivières françaises, ça. Si, on en a 8 ici, et sur les 8, il y en a 6 qui ont été trouvés dans les rivières de la région. Relâchés par des particuliers. Tu vas te baigner. Oui, tu mets le pied à côté, t'imagines? Ce village des tortues est aussi une clinique. Les particuliers y apportent des animaux blessés qu'ils trouvent. Ah oui, elle a pris un bon choc sur la dossière. C'est quoi, un tracteur? Ouais, c'est les disques d'un tracteur. Les disques, quand ils ont passé les disques dans les vignes et il l'a vu trop tard avec l'herbe haute. Un peu, ouais. Voilà, donc ça c'est bien une tortue locale varoise. Alors là, toute la carapace, tu vois, il y a un grand coup. Dessous, tu as directement les poumons. Ouais. Donc là, le poumon est touché, mais malgré ça, si on arrive à bien nettoyer la plaie et à refermer avec de la résine, on peut arriver à la sauver. Morsures de chien, débroussailleuses, écrasées par les voitures, les dangers pour les tortues ne manquent pas. Heureusement, une technique de réparation des carapaces à base de résine a été mise au point. Attends, choupette. Tu vois, il reste du sable. Oui. Peut-être qu'au rinçage. Sa tête, si je la tiens? Alors, déjà... Je croyais qu'il y avait un brin ou quelque chose. Tu voyais, hein? Ouais, le petit truc qui sortait là. Et on peut essayer de remettre l'écaille en place. De soulever? Ouais, ce qui permettrait au poumon d'être un peu moins écrasé. On pourra difficilement faire mieux, je pense. Ouais, c'est bon. Les animaux ne disent pas où ils ont mal. Moi, je pense qu'elle est très mal partout. Et puis bon, dans un sens, tu peux pas faire appel au vétérinaire à chaque fois. Et même le vétérinaire, quand il est là, parfois, il faut des examens complémentaires, faire des radios. Avec les animaux sauvages, si c'est pas nécessaire, c'est la patience, la meilleure des solutions, et les soins que va lui apporter Stéphane. Et avec les animaux, ce qui est assez facile, c'est que l'évaluation de la douleur se fait souvent par un peu l'état d'éveil et la reprise de l'appétit. Si rapidement elle mange... Oui, les mouvements, le transit intestinal, tout... Quand l'appétit va, tout va. Des centaines de tortues sont opérées ici chaque année et 2/3 arrivent à être sauvées. La résistance aussi, Bon, il faut un petit cierge quand même, pour celle-là. Oui, j'espère que ça va bien se passer. Je vais pouvoir la parrainer? Bien sûr. Non, c'est bien. Plus haut dans les terres, une autre initiative a vu le jour. Elle vise la réintroduction de 2 espèces de grands herbivores européens qui avaient disparu. Alors tu vois, ici, c'est un cadre assez typique des Alpes-Maritimes, enfin de l'arrière-pays. En revanche, les animaux qui sont autour de nous ne le sont pas vraiment. C'est la réserve des Monts d'Azur et le projet de Patrice Longour. Tu trouves ici des chevaux de Przewalski. Ce sont des petits chevaux primitifs. Et là, surprise, des bisons. Alors attention, ce sont des bisons d'Europe, hein, pas des bisons d'Amérique. Le seul troupeau sauvage de ces bisons est aujourd'hui en Pologne. Par son initiative, Patrice Longour essaye de préserver l'espèce. Il espère la voir un jour fouler à nouveau le sol français aux côtés du cheval de Przewalski. Ce cheval primitif peuplait les continents européens et asiatiques il y a 30 000 ans. C'est lui qui orne les fresques des fameuses grottes de Lascaux, témoignage de sa présence en France. Selon Patrice, le rôle de ces grands herbivores est primordial pour préserver la flore des Alpes. Donc quand tu mets dans un écosystème, quand tu mets les grands herbivores, ils ont une triple action si tu veux. Ils ont une action entre guillemets des broussailles, celle qui est entre guillemets la plus connue, celle qu'on raconte que les moutons, les vaches font la même chose. Les moutons, les vaches, ça se fait pas du tout la même chose, ça bousille les écosystèmes. Il va falloir qu'en France on comprenne qu'il y ait des moutons et des vaches dans certains endroits, on comprend, qu'on prétende utiliser le mouton et les vaches pour restaurer les écosystèmes, c'est une aberration totale et absolue. Bon.
Les animaux sauvages, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont depuis la nuit des temps dans le milieu sauvage. Donc ils sont depuis la nuit des temps adaptés au milieu sauvage. Donc ils ont des processus de vie, de comportement ou des processus digestifs qui sont très particuliers. Donc ça veut dire que eux, ils sont seuls capables, contrairement aux animaux domestiques, d'utiliser toute la ressource. Donc chez nous, tu vois, regarde. On voit bien que ça, c'est des pins qui n'étaient pas formés, parce qu'ici, il n'y a pas d'exploitation forestière. Donc les branches basses, tu les vois. Ouais. Donc les branches basses, elles sont mangées, cassées au fur et à mesure par les bisons, et tu vois qu'on arrive à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50. Donc déjà, tu as un pare-feu qui s'est fait, naturel. Ouais, et deuxièmement, comme les branches les plus basses sont déjà à 2 mètres, ça veut dire que le soleil peut taper sous les arbres. Et donc du coup, tu as une pelouse qui se développe sous les pins. On le voit très bien là. Hein, envahissement des aiguilles de pin, les aiguilles de pin empêchent que tout pousse. Ouais, l'acidité du sol, il n'y a plus rien qui se fait. Voilà. Sauf qu'en fait, ça, c'est une théorie qui est complètement fausse. Parce qu'en fait, quand les animaux sauvages ont fait leur job, tu le vois là, les aiguilles de pin commencent à se déliter et devenir du terreau. Et c'est que la couverture faite par les aiguilles de pin disparaît et la pelouse sort. Tu as les graines qui sont dedans qui se mettent à germer, tu vois, qui sont là, qui vont ensuite s'implanter dans le sol et tu vois la couverture qui se fait. Voilà. Dans la réserve, il n'est pas rare que bisons et chevaux s'affrontent. Aujourd'hui, une jument blessée a besoin de soins. On va laisser se calmer, on va les ignorer. On les ignore. Elle a reçu son tranquillisant. Elle nous a vus. Ça l'a inquiétée. Maintenant, en fait, il faut qu'elle lâche prise. Il faut qu'elle laisse le tranquillisant agir. 10 minutes plus tard, la seringue fait son effet. Mais il faudra une seconde dose. Le cheval de Przewalski est un animal sauvage. Le soigner reste une opération risquée. Tu vois, il l'occupe le vent. C'est une femelle un peu belliqueuse et elle se chamaille avec les bisons en fait, en permanence. On leur bande toujours les yeux aux animaux sauvages. Rideau. Passe par le côté, Manek, passe par le côté là. Attention. Bon, là, faut la faire tomber. Manek, tu restes à la queue. Baptiste, il faut prendre une... Passer ça dans la boucle à l'arrière, mais tout. Manéide, tu tiens bien la queue droite, il faut qu'elle tombe comme ça, d'accord? Moi je tiens la tête. Baptiste, quand vous tirez, vous êtes en position, vous le dites, voilà, là. C'est bon? Allez, allez-y. Je tire, hein. Nous profitons de l'occasion pour couper les sabots de la jument afin d'éviter qu'elle ne se blesse davantage. Tu leur coupes bien court ou pas? Attends, fais voir, je sais pas ce que t'as toi. Non, 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 pas moi, comme j'en on peut. Pas. Je lui fais une manicure parce que chez les chevaux, c'est bon pied, bon oeil. Le problème, c'est que c'est un cheval qui est un peu âgé dans le groupe. Quand t'as mal à un pied, tu t'appuies plus sur les autres. T'appuies un peu sur les autres ou moins bien, tu les uses différemment. Tu te retrouves avec... Voilà, elle a les pieds super abîmés, tu vois. Elle a dû faire des abcès, elle a ce qu'on appelle des fourmilières. Son pied est vraiment... Bon. Trois manicures, ça va lui coûter cher. Hein. Il faut aussi s'assurer qu'elle n'est pas blessée autre part, car les occasions d'intervenir sont rares. Ouais, mais c'est le tendon là-bas qui craque. Eh, comme moi, tu sais pas ce que c'est, toi t'es jeune, mais quand on est vieux... Là, il y a un peu de fibrose, non? Oui, il y a la fibrose, oui, bien sûr. C'était une boiterie juste mécanique. Ouais. Une fois l'antidote administré, il ne faudra que quelques minutes à l'animal pour reprendre conscience. Le pari de cette réserve de 800 hectares
et que dans un futur proche, chevaux et bisons retrouvent leurs couloirs de migration ancestraux entre les Alpes françaises et italiennes. L'Italie n'est en effet qu'à 30 km à vol d'oiseau. Et peut-être qu'un jour, le cheval de Przewalski croisera librement sur sa route une autre espèce qui a parfaitement réussi sa réintroduction dans les Alpes, le bouquetin. Ça c'est du poil de bouquetin. Mon ami Patrick ne doit pas être loin. Salut Patrick. Manaïg, enchanté. Manaïg. Manaïg, ouais, c'est pur beurre. Une centaine de bouquetins sont présents dans cette vallée. Mais pour les trouver, il faut encore grimper. C'est un animal avec ses couleurs très fauves, se confond avec le paysage. Hein. Entre les deux mélèzes là, ah oui, il est là, oui, toujours. Oui. Là, on voit bien ces stries sur les cornes, ouais. Les nodosités, ces parures, quoi. Alors, il a des cornes très puissantes et c'est ce qui va déterminer au sein de la harde la hiérarchie des dominants, quoi. Donc, il y a des combats assez violents. Assez violents, ouais. Je trouve qu'on les entend même, tu entends résonner dans des chocs, oui, ça résonne, oui. Espèce protégée depuis 15 ans, le bouquetin a failli disparaître, mais il a été à l'origine d'un vaste programme de réintroduction dans le parc national du Mercantour et dans le parc frontalier italien. Une intervention de l'homme indispensable, car le bouquetin est une espèce grégaire. Seul, l'animal ne partirait pas à la conquête des massifs voisins. Afin d'éviter toute consanguinité, des populations sont déplacées des deux côtés des Alpes. Depuis sa réintroduction, l'opération est couronnée d'un franc succès car les animaux se sont parfaitement adaptés. On compte désormais 2200 bouquetins dans le massif du Mercantour. Son habitat n'en fait pas une proie facile et ses prédateurs sont rares depuis que l'homme ne le chasse plus. Ils ont tendance à rester dans les zones très rocheuses où ils bénéficient d'une protection importante. Donc le renard a des difficultés pour les capturer, mais autrement, à différentes époques de l'année, il peut rencontrer le loup. Et donc c'est une des proies du loup. Il paraît très placide. On se dit mais un loup peut le capturer facilement. Eh bien non, parce que ici on a affaire vraiment à une espèce sauvage. Ce sont des animaux qui se connaissent depuis 300 000 ans à peu près. Ouais. Donc il est génétiquement adapté. Il a une réponse à la prédation. Il sait réellement se défendre. Là, on voit deux bouquetins, là, ils sont en pleine forme. Donc, même si un loup approche, rapidement, les bouquetins vont se rassembler sur un rocher, ils vont le mettre sur un gros bloc, comme ça. Comme lorsqu'on observe aussi des bœufs musqués, ils se mettent en cercle et ils font face au loup, les cornes face au prédateur. Et le prédateur, lui, il sait que s'il se prend un coup de corne, il ne pourra plus chasser. Hein. Pour lui, c'est sa fin de vie, il signe sa mort. Hein. J'ai observé des bouquetins rester face à des loups pendant 1 heure, à 2 loups. Il y avait 5 bouquetins, ils se regardent, chacun se jauge. Et puis au bout d'un moment, le loup s'aperçoit que de toute façon, il a affaire à des animaux vaillants, enfin en pleine forme, et il ne pourra pas les capturer. C'est dans les hauteurs du Mercantour que je vais rencontrer l'un de ces bergers qui luttent au quotidien contre le plus controversé des prédateurs, le loup. Une quarantaine de loups peuplent désormais le parc du Mercantour. Ils se partagent ce territoire et ils se retrouvent inéluctablement un jour confrontés à la présence humaine. On entend les cloches. On ne doit pas être très loin du troupeau de Christian. Je vais le rencontrer parce que c'est le seul éleveur de brebis du Mercantour qui n'a pas de problème avec le loup. Enfin, qui a des problèmes avec le loup, mais qui arrive à le tenir à distance. J'aimerais bien connaître ses petits secrets. Regarde le chien travailler, regarde là. Tu regarderas, Christian ne crie même pas. Christian ne crie même pas, il élève même pas la voix. Regarde. Là, si. Ah oui, mais il y a Titus. Titus est en formation. Dans les alpages, les vétérinaires sont rares. Et Christian profite de ma présence pour s'assurer que son bélier a été correctement castré. Alors, tu vois
Les moutons, une fois assis, ils sont doux comme des agneaux. Il a beaucoup de laine. Ouais, il n'y a que de la laine. Il n'y a que de la laine. Normalement, il est bien castré. Et je dirais qu'il est bien castré. Alors, je vais essayer de palper bien. Il a des cocognettes qui sont grandes comme ça. Non, il a plus rien, quoi. À cet âge-là, c'est gros comme ça, non? Tout à fait, oui. Ce que j'ai remarqué, c'est quand il saute à la brebis, il n'y a pas eu de rejet de sperme comme fait un bélier. Il n'a pas d'érection, vraiment? Ah oui, oui. Le parc du Mercantour est aussi une vaste zone de pâturage. De juin à octobre ont lieu les transhumances. Des troupeaux de 1500 à 2000 brebis sont conduits par les bergers dans les prés des hauts plateaux. Ces brebis en grand nombre deviennent alors des proies faciles pour les loups. Christian, lui, a opté pour un troupeau plus petit et il est le seul dans la région à ne pas avoir subi d'attaque de loups. Malheureusement, et après, autour de moi, il y a plein d'éleveurs qui ont eu des attaques de loups. Et moi, pour le moment, je suis le seul à ne pas avoir... Bon, j'ai eu des débuts d'attaque, mais ça, voilà. Ça c'est pas passé. Tenez le loup en respect. Je tiens le loup en respect. Le retour du loup pose problème, car les gestes ancestraux permettant de garder un troupeau en présence de grands prédateurs ont été oubliés. De plus, les éleveurs ont développé de nouvelles pratiques pastorales. Les troupeaux sont de plus en plus importants et cela favorise les attaques. Christian, lui, a son petit secret. La taille de son troupeau lui permet de faire des grands enclos. Les brebis peuvent alors se disperser en cas d'attaque du loup. L'électrification des clôtures finit généralement de dissuader le prédateur de s'en prendre au troupeau. C'est bon? Ouais, je suis bonne. Il saute pas par-dessus? Non. Avant de sauter, il va affoler le troupeau. Mais bon, ça, justement, c'est pour ça que je fais des parcs très vastes. Et ça, c'est une technique que qui vous a appris? L'expérience? C'est moi-même qui le... L'observation. Oui. Christian applique aussi les vieilles recettes. La peur du feu. Bon, on va allumer les lampes, là. Il y en a tout le tour du parc et le soir, je les allume toutes les lampes qui sont en-dessus le parc des moutons. Il y en a combien des lampes autour du parc? J'en ai 6 autour du parc. Ça marche bien, ça? Très bien. C'est extraordinaire. Ça marche aussi pour les éléphants. Oh, c'est formidable. Mais en revanche, c'est le vent qui me tient pas le briquet. Attends. Voilà. Bon, on fait tout le tour comme ça? Il y en a 6, exactement. Je suis contente qu'on ait rencontré un éleveur comme lui parce que on n'a pas spécialement de solution pour le loup. Mais on voit que c'est pas si simple que ça. Il suffit pas d'être pour ou contre le loup. Lui, ça l'arrange pas, mais il faut quand même qu'il vive avec. Et il y a des éleveurs qui aiment les loups, il y a des éleveurs qui détestent les loups, tout comme il y a des citoyens qui l'aiment ou qui l'aiment pas. Mais voilà, vivre en harmonie, c'est quelque chose de difficile. Surtout quand tu vis dehors. Titus, tu es gentil avec moi. Non. Le loup n'est pas la seule espèce à avoir été réintroduite. Le parc du Mercantour fait l'objet d'un autre programme de réintroduction. Plus haut dans la montagne, on tente de vivre en harmonie avec une espèce d'oiseau longtemps diabolisé. Un rapace de près de 3 mètres d'envergure, le gypaète barbu, dont l'ombre planait encore il y a un siècle au-dessus des Alpes. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Philippe. Il attend 2 jeunes poussins qui vont être relâchés dans la nature demain. Toi qui donnes le cours de vol ou pas? Ah non, ça il se débrouille tout seul. Des fois il se débrouille un peu, tombe un peu du nid, il tombe un peu de la grotte. À force de s'entraîner trop fort, il tombe. Bon, tu m'as dit qu'on attendait une voiture. On attend Jérôme qui doit nous amener nos 2 poussins. Ils ont été bagués, décolorés au niveau du plumage. Décolorés? Oui. Décore les plumes. Pour les plumes des reconnaître? ailes et plumes de la queue pour certains, pour les reconnaître après en vol pendant à peu près 18 mois, le temps parce qu'après ils renouvellent leur plumage. Voilà. Les gypaètes barbus sont enfin arrivés. Philippe et Jérôme s'assurent qu'ils sont bien bagués et marqués. Après c'est toujours un peu difficile de les faire sortir, donc parfois on vient. Ouais, bien sûr. Ils embarquent la laine avec. Ouais, cet âge-là, il est incapable de s'envoler. Ouais. Ouais, il peut pas s'envoler. Donc les bagues. Donc ça c'est la bague couleur avec la provenance, donc qui vient d'Innsbruck, du zoo. Tous les oiseaux cette année auront une bague violette. Voilà. Donc là avec le numéro de l'oiseau, donc BG 757, comme Bart Geyer 757. Il a des plumes de la queue qui sont décolorées aussi? Ouais, c'est là oui. Ouais, d'accord. Pour pas confondre entre une mue et une plume décolorée, donc il restera le bout noir. D'accord, faut que tu puisses bien le reconnaître en vol.
Depuis 1993, 39 jeunes gypaètes barbus ont été réintroduits au sein des parcs frontaliers italiens et français. Une opération sous l'égide de la Fondation Albert II de Monaco. Victime de son image et de croyances populaires, le gypaète barbu avait été exterminé par l'homme au début du XXe siècle. Des croyances appuyées par les habitudes étranges de cet oiseau. Ils se font des bains de boue en fait, dans des sources ferrugineuses. Voilà. Donc il a le plumage qui est normalement blanc en dessous, et blanc à l'état qui adulte. devient rose, orangé, qui devient ocre. orangé, ouais. Et la croyance populaire, c'est que c'était du sang. Prenez-le. Donc entre si tu veux, le sang qu'il avait sur le plastron et son œil fou rouge, il n'avait pas franc succès, quoi. C'était un peu considéré comme une bête démoniaque, donc pas de pitié pour le gypaète. Tu veux qu'on lui tienne le bec un peu? C'est une réelle vocation qui anime Jérôme et son équipe. Ces hommes sont entièrement dévoués à la cause du gypaète barbu. Le lâcher de demain est une vraie récompense pour eux. C'est des années de travail et puis tellement, ça va tellement doucement. Tu vois, là, ils en relâchent 2, peut-être qu'ils en auront 2 autres dans 1 an, peut-être dans 2, peut-être plus tard. Il faut partager avec les autres sites. C'est le résultat de beaucoup de travail, d'une longue attente, je pense. Ils ont l'air tout excités. C'est l'heure de la préparation du repas. Bon, je te fais des petites épaules, quoi, c'est ça? Ouais, faut qu'il y ait de la viande apparente. Je peux les viscérer par terre ou tu préfères que je le fasse là-dessus? Ah non, par terre, comme celui-là, tu vois, il commence à cogner un peu. Ouais, il faut être un peu. Attends, tu me fais un peu peur. Non. Oh non. Il ne faut pas oublier que nos 2 poussins restent des vautours, donc des charognards. Ils ne mangent que de la viande d'animaux morts et il leur en faut une bonne quantité pour assouvir leur faim. Demain, il y a 2 prémonitions. Ça fait 10 jours. Okay. Alors aujourd'hui, c'est une journée à marquer d'un os blanc pour le gypaète. On a été conviés, et pas tout seul parce que le prince Albert est là, à un relâché de gypaètes. On va les amener dans la falaise pour les placer dans une grotte dans laquelle ils vont passer 1 mois avant de s'envoler. Par le biais de sa fondation, le prince Albert II de Monaco est très impliqué dans la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité. Il ne manque jamais un rendez-vous avec les gypaètes. Tu vois, je pense qu'il est venu... c'est une petite parenthèse peut-être dans son existence de prince, de venir relâcher des gypaètes. Le moment est enfin arrivé. J'ai le trac car c'est moi qui vais présenter les 2 poussins à son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Allez. Monseigneur, ni Costa ni moi ne connaissons parfaitement le protocole. Les femmes d'abord. Alors, Costa, je te présente ton bienfaiteur, le prince Albert II. Monseigneur, voici Costa, une femelle gypaète de 5,150 kg qui provient de l'élevage, du centre d'élevage d'Espagne, de Guadalantine. Et voici donc Tenao, un mâle de 4,950 kg qui provient du centre d'élevage d'Innsbruck en Autriche. Bien d'Innsbruck, le mien. C'est votre espagnol. Il a la langue qui fend. C'est costaud. Hein. Donc il y aura un bébé austro-espagnol. Ils n'ont pas les yeux. Ouais, ça donne un peu le trac. Il y a beaucoup de monde. Il y a des caméras. Les 2 poussins vont être placés en observation dans une grotte. Philippe et Jérôme viendront les nourrir en attendant qu'ils puissent enfin voler. Les gypaètes barbus sont des oiseaux de montagne. Ils font systématiquement leur nid dans des zones escarpées et rocailleuses. La grotte qui attend nos 2 poussins se trouve tout en haut de la vallée. Misère. Hop. Ok. Donc là, on va leur faire un pseudonid. Un nid douillet. Un nid douillet. Donc on va prendre Ils vont occuper les parties les plus hautes là. Ouais, ils naviguent. Pas tout de suite, mais quand ils vont s'entraîner à... Même peut-être tout de suite, quoi. Ils naviguent vraiment. Jérôme a l'habitude. Après avoir relâché 20 de ses rapaces, il sait y faire pour que les jeunes poussins se sentent comme à la maison. C'est que ça fasse plus grand, que les 2 puissent aller dedans, quoi. Voilà. Alors voilà un nid de gypaète. Donc, Jérôme les installe sur de la laine de mouton. Là, on voit encore les marques des brebis. On va les déposer là tous les 2, puis on va les laisser s'arranger. Hein, mais ils ont un petit endroit confortable. L'air du gypaète, donc le nid, est de toute façon fait avec de la laine de mouton. Donc comme à la maison.
Malgré leur taille impressionnante, les 2 jeunes poussins restent des bébés. Il faut encore les nourrir. Ça a l'air accueillant, non? Il va falloir aux poussins quelques heures d'adaptation avant de prendre possession de leur nouveau nid. Je suis émue de voir qu'autant de gens se déplacent pour un lâcher de gypaète. Je reconnais beaucoup de naturalistes, mais aussi quelques curieux. Et finalement, des médias. Donc, on entendra parler du gypaète. Dans un mois, les 2 jeunes gypaètes barbus prendront leur envol et rejoindront cet aigle royal. Ils trouveront vite leur place aux côtés des nombreuses espèces sauvages qui peuplent le parc du Mercantour. Tout au long de ce voyage, j'ai pu me rendre compte de l'incroyable richesse de la biodiversité du sud-est de la France. Les actions menées par celles et ceux que j'ai rencontrés me donnent l'espoir qu'une certaine harmonie peut être trouvée entre l'homme et la nature.